Je m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Donc, il y a ces petits symptômes, au cœur, dysplasie de hanche, etc., qu'on a relevés. Ensuite, quand on la longeait, on se rendait compte, quand on soulevait son bassin pour glisser le linge, elle tressaillait et elle avait l'air d'avoir mal. C'était assez bizarre. Donc, on a quand même posé la question à notre médecin. Et puis, en faisant certains examens, on a pu voir qu'elle avait une spina bifida occulta, c'est-à-dire une malformation quand même au niveau de la colonne vertébrale, mais qui était en soi asymptomatique, hormis ces signes de douleur quand on l'allongeait. Et ça a complètement disparu après quelques années. Donc voilà, quelque chose d'absolument banal, une fois de plus. Ensuite, elle a eu un retard de langage très important. Elle a parlé tard et puis c'était assez compliqué parce qu'en plus, elle se rendait compte qu'elle avait de la peine à parler. Outre le fait que le langage n'était pas au rendez-vous, la prononciation, l'élocution était assez difficile. Et elle était consciente de ces difficultés, ce qui fait que, par exemple, quand le téléphone sonnait ou que quelqu'un sonnait à la porte, elle ne voulait ni répondre au téléphone, ni aller ouvrir, de peur que la personne qui s'annonçait par téléphone ou à la porte ne la comprenne pas. Donc, il y avait vraiment là une crainte liée à une mauvaise estime d'elle-même aussi. Mais pour refléter ce qu'elle en pensait et à quel point elle avait une conscience aiguë de cette difficulté-là, quand elle avait 8 ou 9 ans, elle m'a dit « Maman, ma tête, elle sait, mais ma bouche, elle ne sait pas ». Et je trouve que c'est tout à fait représentatif parce que oui, elle a un retard mental, hein, ça fait partie des symptômes qu'elle a, mais c'est un retard mental léger. Qui fait qu'elle est juste à la limite entre les deux mondes, elle est juste pas assez bien pour le monde dit normal, et puis un peu trop bien pour le monde pur du handicap. Donc elle est dans cette zone grise, ce qui crée beaucoup de difficultés pour elle, avec une conscience justement accrue, aiguë de ces difficultés, qui rend les choses plus difficiles à quelque part. Elle a eu des problèmes de vue très importants aussi, avec une acuité visuelle qui était extrêmement mauvaise parce qu'au départ, elle voyait de 10%, d'un œil de 10 à 10% seulement et à 30% de l'autre. Et puis, on a dû faire beaucoup de... on est allé chez l'orthoptiste, chez l'ophtalmologue et tout. Elle a dû porter des patchs pour stimuler l'œil qui était le plus paresseux. Elle le portait 8 heures par jour, ce patch. Donc, elle devait tout faire avec son œil le plus paresseux. C'était difficile pour elle. Donc, du coup, elle tombait aussi souvent. Elle avait de la peine à avoir une vision stéréoscopique. Après, elle a dû porter des lentilles déjà à l'âge de 6 ans. Elle avait un verre très épais d'un côté parce qu'elle était très myope et pas du tout la même chose de l'autre côté parce qu'elle était hypermétrope et astigmate en plus des deux côtés. Vraiment des difficultés visuelles très conséquentes. Mais maintenant, avec le temps, on a réussi à bien corriger et même si elle reste très myope, avec des lunettes, avec des lentilles de contact, ça se passe de façon tout à fait correcte pour elle. Et là, ce problème cardiaque qui subsiste encore, elle a donc des fuites au niveau de certaines valves mitrales, avec un petit reflux, mais pas très grave. On doit simplement faire un suivi cardiaque une fois par année, éventuellement une fois tous les 2 ans, mais elle ne prend pas de médicaments, elle n'a pas subi d'intervention et ça n'a même pas d'effet sur ses activités physiques, hein, sur le sport, aucune incidence, pas de limitation de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a cette hypotonie musculaire, hein. Donc ça veut dire très peu de force musculaire quand même, assez pour pratiquer les sports que j'ai évoqués avant sous forme de loisirs,
mais difficilement sous forme de compétition, vraiment. Et puis, du coup, tout ce qui est motricité fine est très impacté par cette faible force musculaire. Par exemple, une fermeture éclair un petit peu difficile à monter, un bouton pression, casser des cacahuètes, utiliser un casse-noix, ça, ce sont des choses qui peuvent s'avérer difficiles. Quand elle était petite, par exemple, et même pendant pas mal d'années encore après, quand il fallait enfiler ses bottes d'hiver, eh bien, on devait mettre un anneau sur l'extrémité de sa fermeture éclair pour qu'elle puisse glisser son doigt dans l'anneau et tirer dessus pour lui faciliter la tâche, parce qu'elle n'avait pas assez de force dans les mains pour pouvoir simplement remonter la glissière. Donc ça, c'est des petits exemples, mais en fait, ça a nécessité des adaptations, des aménagements, mais rien de catastrophique en fait. Je dirais ce qui est plus difficile maintenant, c'est plus dans ces interactions sociales, dans la vie de tous les jours. La prévalence de la maladie, de la tétrasomie X, en fait, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est plus que rare, parce que la littérature médicale a décrit une quarantaine de cas dans le monde depuis les années 60, c'est-à-dire depuis le moment où il y a eu la première description. Et dans le monde entier, on connaît à l'heure actuelle seulement une centaine de cas. Alors probablement qu'il y en a bien davantage, mais simplement, il faut être conscient du fait qu'il y a des pays dans lesquels on ne se pose même pas la question de faire des tests génétiques. Donc il y en a forcément d'autres ailleurs. Et puis il y en a qui vont aussi suffisamment bien pour qu'on ne se pose même pas la question de faire un test parce qu'elles vont relativement bien. Donc, en résumé, c'est une quarantaine de cas décrits dans la littérature médicale et une centaine de cas connus dans le monde. Non, je ne dirais pas qu'il s'agit de plusieurs variantes de la maladie, mais bien plutôt que la maladie se manifeste de façon variable chez les filles qui en sont atteintes. Donc, pour être clair, comme c'est une maladie qui touche les chromosomes X, au lieu d'avoir 2 chromosomes X comme les femmes, les messieurs ont X et Y, eh bien, Julie, elle a 4 chromosomes X et ça résulte d'une mauvaise répartition du matériel génétique dans les cellules au moment des premières divisions cellulaires. Donc, il ne s'agit pas d'une maladie que mon mari ou mon mari et moi aurions transmis à notre fille. Il s'agit d'un accident génétique. C'est vraiment la nature qui fait mal son travail. Donc, il n'y a pas à chercher là derrière de responsabilité ou de culpabilité. C'est horrible ces mots-là, mais en fait, c'est quand même des questions qui inévitablement effleurent les parents à un moment ou à un autre. Moi, en tant que scientifique, bien sûr, je me suis dit, mais ces chromosomes X en trop, ils viennent d'où? Ils viennent de moi, la maman, qui donne un X, ou de mon mari, qui donne aussi un X. Comment est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut chercher? Est-ce qu'on peut trouver? Et puis, quand j'ai posé la question au généticien, il m'a dit, oui, on pourrait, mais il faudrait faire des investigations du côté des grands-parents. Et ce n'est pas forcément souhaitable parce que ça implique de faire rebondir et de répercuter la culpabilité et la responsabilité sur les grands-parents. Et franchement, ce n'est pas forcément utile, ce d'autant plus que ça ne va absolument rien changer dans la prise en charge.